Siakem, la commissaire, donc il y a 5 ans, et à l'occasion d'un concours de photos qui s'appelait Explore Outside the Box, photographie la cité de demain. Et on avait une attente extraordinaire, sauf que le jury de ce concours était le 2 mars 2020. Donc vous savez évidemment ce qui s'est passé ensuite. Mais j'ai pas prévu, c'est pas la première slide, c'est pas grave, je parle en live. Le concours sur la cité de demain consistait à interroger des étudiants algériens et français, donc j'étais allée en Algérie rencontrer des étudiants, sur la façon dont ils vivaient ce qui pour eux était la ville de demain. Et le grand souvenir que j'en ai, c'est que le président du jury, qui s'appelle Jamel Klouch, qui est un des plus grands architectes français, urbanistes, avait regardé toutes les photos, avait écouté les membres du jury, et il avait donné cette conclusion qui est magnifique, que je vous partage tellement, elle est superbe. Les étudiants nous disent, arrêtez de construire, pensez à recoudre la ville. C'est donc dans cet esprit que c'était lié évidemment avec Feria et Gasly. Donc quand elle a cherché à faire une nouvelle édition de la Biennale avec la thématique de Victor Papanek, moi aussi ça m'a beaucoup parlé parce que je lui ai dit, je suis dans une période de célébration puisque l'Institut français du design a 70 ans et que, vous voyez ce chiffre, et bien entendu la question qu'on se pose, c'est pas seulement les 70 ans, Marc Bayard parlera beaucoup mieux que moi de la notion du temps, mais surtout quelle est notre mission aujourd'hui? Qu'est-ce que l'on fait dans la prochaine décennie? Alors, juste un petit retour historique. Donc, cette organisation qui s'appelle l'Institut français du design et qui s'est appelée à l'origine Institut d'esthétique industrielle a été créée par un homme qui s'appelle Jacques Viennot, extrêmement important pour nous tous puisque c'est un homme visionnaire qui est à l'origine d'une ONG, enfin, qui à l'époque c'était pas une ONG bien sûr, mais qui aujourd'hui est une ONG. Il a créé une école de design à Paris, un cabinet de design, une charte de l'esthétique industrielle dont la première loi était respect des matières et de l'énergie, alors que c'est en 1952. Donc un homme pour lequel j'avais envie cette année de fêter les 70 ans. Et j'ai donc créé une fresque dont on va parler. Et je rappelle juste 3 piliers qui constituent l'action de l'Institut français du design. Une approche conservatoire, je pense que la notion de mémoire, d'histoire, d'héritage est fondamentale. Une partie observatoire qui est plutôt ce qu'on appelle l'observation des meilleures pratiques, et une partie laboratoire que j'évoquerai d'ailleurs dans la dernière partie de la conférence, qui est évidemment tournée vers le futur, et notamment ce concours de photos que j'évoquais, qui photographie la cité de demain, et cette année, pour être en phase avec la Biennale, photographie les modes de vie de demain, c'est ce qu'on peut appeler la partie laboratoire. Donc cette fresque, alors j'en ai apporté un petit bout, mais j'en ai 2, je suis obligée d'en donner une au directeur. Évidemment, elle est un petit peu petite. Voilà. Mais le deuxième exemplaire sera à la médiathèque. C'est vous qui... Alors, juste une jolie phrase que j'avais... Rien n'est possible sans les hommes, mais rien n'est durable sans les institutions. Voilà. Comme j'ai à côté de moi quelqu'un qui a plus de 450 ans, ne mentira pas. Voilà, donc je vais vous donner juste un petit point de repère sur cette fresque que j'ai voulu organiser par décennie, en rappelant, normalement je devrais pouvoir faire des focus, mais Manique, je ne sais pas comment on fait des focus. Bon, c'est pas grave. Alors, oui, pourquoi par décennie? Parce que je trouvais que dans l'action de l'Institut français du design, il n'y avait pas que ce que cette organisation avait mené, mais également des points de repère importants, qui sont des grands moments de l'économie. Alors, je vais aller plus vite là-dessus. Par exemple, dans les années 50, on peut voir qu'il y a eu le travail de Le Corbusier, qu'il y a eu des réalisations dans le domaine de l'aéronautique. Et j'ai voulu interroger notre réseau, donc j'ai fait une enquête assez importante, et je leur ai dit quels sont, selon vous, les marqueurs de cette décennie. Et dans les réponses que nous avons traitées, nous avons eu le stylo bic, ça ne vous surprendra pas. C'est ça le design dont moi je suis plus ou moins, je vais dire, la médiatisation. C'est-à-dire que c'est en quoi l'activité du design, c'est de faire des définitions, apporte des services quand on est dans le domaine de l'industrie ou du commerce et de l'usage. Dans les années 60, alors qu'il y avait des tas de réalisations qui étaient très connues, l'arrivée du plastique, l'arrivée
le plastique c'est fantastique. Oui, bien sûr, aujourd'hui on peut beaucoup le critiquer, sauf qu'il y a eu énormément d'avancées qui ont pu aussi être faites grâce au plastique. Et j'ai toujours posé la même question, quels sont les objets, quel est le marqueur de cette décennie? Et l'objet qui est sorti, c'est le petit tabouret Tam Tam. Est-ce que vous le connaissez? Oui. Sûrement. Alors, tu sais que l'intelligence de ce tabouret, L'emboîtement. voilà, c'est que les pièces Détaché. industrielles sont symétriques, ce qui évidemment crée une certaine économie. Il a tellement de succès que quand il y a des salons tels Maison et Objets, il y en a qui ont l'air d'être faits en diamant, en panthère, en rouge, et je trouve que c'est vrai. Un marqueur des années 70, c'est évidemment la carte à puce. Il faut savoir quand même que Roland Moreno est français, que cette innovation a changé la vie de beaucoup de gens, et pas celui évidemment des Français. Moi, il y a un objet que j'aime bien, mais qui n'est pas sorti parce que peut-être les gens n'ont pas fait attention. L'objet que l'on touche le plus dans une journée, c'est en fait un interrupteur. Et cet interrupteur que vous voyez là des années 72, il a été dessiné par une agence de design que peut-être vous ne connaissez pas, les moins de 20 ans ne connaissent pas, comme on dit, qui s'appelait Raymond Lévy, et qui est un Français qui a fait la une du Time. Et c'est lui qui a eu cette intelligence de dire, mais un petit bouton pour en porcelaine, non. Finalement, c'est quoi un interrupteur? C'est un objet qui doit être extrêmement facile d'utilisation. Donc voilà, je lance mes doigts, je lance ma main. Et donc, voilà, j'aime bien personnellement cet interrupteur qui est un objet modeste, mais qui est un objet très utile. Dans les années 80, où évidemment on commence à s'ouvrir sur les questions de la consommation, l'objet qui est sorti, qui a émergé de cette enquête, c'est le Minitel. J'attire votre attention sur un objet que personnellement j'aime bien, qui est tout à fait à gauche, qui s'appelle en 1981, qui sont des petits tournevis d'une société qui s'appelle Garnachiquet, qui est une petite entreprise de l'Est de la France, qui depuis fait partie du groupe Facom, etc. C'est intéressant parce que la démarche du design, ça a été de dire, au fond, les tournevis, autrefois, ils étaient en bois. Alors, quand on a voulu les faire évoluer, on va faire en plastique jaune, ce qui est quand même pas très intelligent, pensant que le plastique jaune imiterait le bois. Et c'est là où l'intervention du designer était de dire, quitte à mettre du plastique, autant lui donner une fonctionnalité. De permettre de s'agripper, d'avoir une signalétique qui soit différente parce qu'on le repère dans le moment où on veut l'acheter. Et voilà. Donc lui, il a imaginé ces petits tournevis bleus et noirs. Je pense que vous les connaissez tous parce que ça dure encore. Voilà. Et je trouve que ce qui est et en plus, je me souviens quand il avait expliqué, on peut poser ses mains, je mets la paume de sa main sur le haut du tournevis. Donc, il y a vraiment une réflexion, encore une fois, sur l'usage et sur l'ergonomie. Dans les années 90, l'objet qui est sorti, alors là, unanime, il avait un score maximum, il a Twingo. Et j'étais très contente que j'ai eu l'occasion, j'ai fait un petit événement à Paris au mois de janvier, et où j'ai représenté ce travail, et je savais, par hasard, tout à fait par hasard, mais quand on est allumé comme je le suis, finalement, il n'y a pas de hasard, parce qu'on capte les informations, et il se trouve que un jour, ma fille me présente quelqu'un qui s'appelle Dubreuil, et qui me dit, oh, le design, ça m'intéresse, mon père, je lui dis, vous appelez Dubreuil, vous parlez de design, votre père s'appelle Yves Dubreuil, et c'est le père de la Twingo. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu la chance de rencontrer ce monsieur qui est venu pendant la soirée avec la Twingo, la sienne, qui était tout content, et il a dit, c'est très simple, c'est très simple, non, justement, c'est pas simple du tout de sortir une voiture comme celle-là. Mais le président de l'époque de Renault s'appelait Raymond Lévy, et il était polytechnicien, ça, c'est pas que des qualités, quelquefois dans le design, lui, il était très ouvert, et il avait repéré que les designers dessinaient la voiture du futur d'une façon un peu rigolote. Parfois, c'est lui qui m'expliquait, il était la coupe par terre, rien de très sérieux pour des ingénieurs. Mais lui était visionnaire, il s'est dit, c'est eux qui ont raison, parce que c'est eux qui vont rouler dans la voiture du futur. Donc c'est eux que je vais écouter. Alors il a appelé ce Yves Dubreuil, qui était polytechnicien comme lui, et il lui a dit, voilà, vous allez écouter les designers, et moi je vous donne le feu vert pour faire exactement ce qu'ils vont vous demander. Et ensemble, donc c'est un travail collaboratif, il n'y a pas de bon design s'il n'y a pas une équipe qui travaille ensemble, et ils avaient le feu vert
président qui a dit, effectivement, parce que les voitures monocore, ça coûte beaucoup plus cher, donc il fallait avoir des accords pour que la partie industrielle soit acceptée, et ensemble, ils ont sorti cette voiture. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, moi je me souviens de mes enfants qui disaient, ah tiens, j'en ai vu une orange, ah ben moi j'en ai vu une jaune, moi j'en ai vu une rouge. Elle a enclenché tout de suite un courant de sympathie. Elle était ce qu'on appelle un produit de rupture. Et elle a permis tel succès que on raconte que le budget de publicité a été utilisé par nous. Donc ça veut dire que quand on fait un bon design qui correspond aux attentes, à la sensibilité, au ressenti et à la capacité à le produire, c'est un succès. Vous connaissez aussi le succès de l'attente 2 secondes, de Decathlon, qui a été vraiment choisi comme étant l'objet un peu emblématique des années 2000. Et puis il fallait que je trouve évidemment une réponse aussi dans les années 2010. Donc là, c'était assez facile parce que les Français ont beaucoup de trains. Le train aujourd'hui, c'est vraiment devenu le moyen de transport le plus économique et le plus écologique qui soit. Bon, il y a des progrès à faire. Et l'équipe qui a travaillé dans le train s'est beaucoup inspirée du travail d'un des designers que nous appelons un designer célèbre dans notre culture, que vous ne connaissez pas parce qu'il aurait aujourd'hui 90 ans. Donc, et puis surtout parce que les designers ne sont pas, comme dans le domaine immobilier que toi tu connais bien, ce n'est pas des gens connus, parce que quand vous dites pas j'ai fait le TGV, non. Il y a tellement de personnes qui travaillent dans l'équipe, puisque c'est un travail collaboratif, vous ne pouvez pas dire moi j'ai fait le TGV Atlantique. Cependant, il y a eu une influence très forte de ce designer, dont je vous dis quand même le nom, qui s'appelle Roger Tanon, et qui était à l'origine donc des premiers TGV. Ce qui fait que lorsque le programme du TGV L'Océane a été décidé par SNCF, l'équipe de cette agence qui s'appelle IG Sagaz a largement été influencée par le travail d'origine. Et je trouve très intéressant aujourd'hui que les designers se disent le nouveau, c'est pas d'inventer du nouveau, c'est déjà de regarder ce qui constitue, ça pourra mieux en parler, ce qui constitue une identité, un héritage, et le TGV donc, de l'Océane s'est beaucoup inspiré des TGV d'hier. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, c'est pas seulement de regarder le passé, qui doit nous enseigner beaucoup de choses, mais ce que l'on doit faire demain. Et il se trouve que quand j'ai été invité à exposer cette fresque, c'était dans un événement que peut-être Romain ici peut connaître, qui était l'événement organisé par la BPI, avec, je ne sais pas si on peut... Public d'investissement. Oui, Banque publique d'investissement, tu as raison de me demander de préciser, qui est en fait l'organe politique économique français qui accompagne la création des startups et des entreprises dès lors qu'elles ont besoin d'un investissement et d'un soutien. Évidemment, il y a une étude de dossier, etc. C'est une banque. Donc, elle est très ouverte sur l'innovation. Et le directeur de cette banque, qui a une vraie culture du design, m'a dit, mais moi, j'aimerais bien exposer votre fresque. C'est lui, d'ailleurs, qui fait que c'est pas lui qui fait ça. C'est lui qui l'a réimprimé avec 16 panneaux, avec une dizaine de panneaux. Voilà. Donc, je fais juste une petite photographie. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait pour la 8e décennie? Et là, je me suis inspirée d'un programme que le chef de l'État a imposé en France, qui s'appelle les 10 enjeux. Et dans ces 10 enjeux, il a mis beaucoup d'argent. Parce que de toute façon, il ne faut pas se leurrer, s'il n'y a pas d'argent, s'il n'y a pas de politique, s'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de design. Il y a un artisan qui peut faire les choses dans son coin, il n'y aura pas un réveil de l'industrie. Donc, il a proposé, des équipes dédiées, bien sûr, un certain nombre d'investissements dans le domaine du médical, du spatial. Le dernier petit objet en bas que vous voyez, en fait, c'est un travail qui est conduit par, prospectif bien sûr, qui est conduit par Jacques Rougier, qui est un architecte naval, qui est académicien, qui est quelqu'un qui a beaucoup travaillé et réfléchi sur de nouvelles façons d'habiter la mer. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant de se focaliser sur ce programme de 2030. Et j'étais étonnée de voir qu'il y a eu une réaction. On a reçu beaucoup de témoignages, évidemment, d'entreprises qui s'inscrivent dans ces 10 enjeux et qui, bien envie, Ensuite, je me suis dit que peut-être c'est bien gentil de parler de l'histoire, éventuellement de la prospective, mais j'ai choisi, il faut dire que Ferial Gaston-Secam me l'a demandé
exemples qui sont des exemples. Alors pourquoi Janus Pour ceux qui connaissent bien la culture latine, Janus est le dieu des temples qui, en haut des temples, selon son orientation, il a un double visage. Il a un visage qui regarde l'avenir, quand il est représenté comme Dieu, qui est barbiche, et il a un visage qui regarde le passé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a la connaissance totale, et que c'est un Dieu qui est dans la stratégie. Les Romains disaient que c'était un Dieu, alors non pas le Dieu des dieux, c'était Jupiter, enfin, c'était le Dieu du commencement. Il a donné son nom à January, qui veut dire janvier, et il est considéré comme on va dire le Dieu de la création, puisque c'est lui qui préside, encore une fois, au commencement. Et il se trouve que quand moi j'ai été élue à l'Institut français du design, il y a déjà un certain nombre d'années, il y avait une représentation du label qui s'appelait Formes et Industries, avec un peu ce que vous voyez d'ailleurs à l'Institut français du design, un livre de fléau. Et mon prédécesseur, un grand graphiste et très cultivé, avait compris que dans cette dualité, il y avait la symbolique du Janus, qui fonctionne bien avec le design, qui est l'art et l'industrie, la culture publique, etc. Et donc, quand moi j'ai été élue, il fallait que je trouve un nom qui rajeunissait. Alors, à l'époque, les entreprises me disaient, design, on ne sait pas ce que ça veut dire, c'est du plastique orange. Je me suis dit, bon, on ne va pas dire design parce que ce n'est pas une bonne idée. Qu'est-ce qu'on peut dire? Et puis, ayant fait du latin et du grec, je n'ai pas cherché très loin. J'ai dit, d'accord, ok, je vais prendre un nom neutre et on va l'appeler Janus, puisque c'est une tête de Janus, on va l'appeler Janus. Et on l'a appelé Janus de l'industrie. Donc, aujourd'hui, l'activité de l'Institut français du design, depuis maintenant 30 ans, est de décerner des labels. Alors, j'insiste sur un label, c'est pas un prix. C'est-à-dire qu'on réunit un jury plusieurs fois dans l'année, un jury pluridisciplinaire avec des gens du marketing, de l'ingénierie, de l'innovation, de la communication, et on invite les candidats à se présenter en équipe. Parce que j'ai dit tout à l'heure, c'est collaboratif, le bon design. Donc, ça arrive par exemple avec un chariot élévateur. Je fais exprès de prendre un exemple comme ça, parce que quand par exemple j'ai des stagiaires qui arrivent dans mon bureau, elles pensent qu'elles vont rigoler avec des designers très connus. Je dis non, ici c'est chariot élévateur, dispositif médical, centre commercial. C'est ça qui est intéressant, c'est en quoi ce qui nous entoure dans la vie quotidienne va nous apporter de réels services. Alors on dirait chariot élévateur, ben oui, parce que le type qui fait tous les jours des tâches difficiles, qui tourne son dos à plusieurs fois dans la journée, qui peut attraper des maladies qu'on appelle des troubles musculo-squelettiques, on sait qu'il a aussi une perspective de gain, puisqu'on va lui demander une meilleure productivité, etc. Donc, quel est le rôle des designers? C'est de lui donner un outil de travail qui soit suffisamment confortable, entre guillemets, on va appeler ça ergonomique, et suffisamment bien étudié pour que, tant dans la fabrication de l'objet que dans l'accompagnement des gestes, on apporte des solutions préférables. Et le jury, qui délivre donc ce label Janus et qui reçoit les candidats, a 5 critères qui sont les mêmes pour tout, que ce soit le chariot élévateur, le dispositif médical ou le centre commercial. 5 critères. Un premier groupe de critères qui est l'économie. Un investissement doit toujours être envisagé dans une perspective de ça rapporte combien. Donc l'économie. On les appelle les 5 E. On va très vite pourquoi. Le deuxième critère, c'est l'ergonomie. Est-ce que c'est pratique? Est-ce que je gagne du temps? Est-ce que je fais le geste dans les meilleures conditions? Il y a un troisième E il n'y a pas de hiérarchie, donc les 5 E. Le troisième E est l'esthétique. Est-ce qu'il y a une forme qui est suffisamment agréable, qui est suffisamment harmonieuse? Il y a un critère éthique. Aujourd'hui, on a des comptes à rendre quand on utilise de l'énergie, quand on utilise des matériaux, quand on utilise tout ce que l'on utilise en termes de ressources doit être envisagé de façon bienveillante et éthique. On a des comptes à rendre à la planète. Et on a un cinquième E, qu'on appelle émotion, qui est un peu on va dire la synthèse, qui est la partie plus empathique que l'on a avec un produit ou avec un service. Donc, vous verrez que ça fonctionne très bien. Moi, j'ai toujours l'exemple de ma grand-mère, quand elle achetait quelque chose, elle disait, j'en ai pour mon argent. C'est exactement la même chose. Les 5 E, c'est ça. L'investissement est suffisamment rentable pour qu'il permette à l'entreprise ou à la collectivité d'avoir une solution qui soit préférable, et évidemment pour nous, les utilisateurs,
une solution qui nous apporte les services dont on a besoin. La publicité, elle réussit très bien le premier rendez-vous. Elle nous séduit, les cheveux vont pousser, les boutons vont s'en aller. Bon. Le design, il a un autre engagement. Il doit tenir la promesse. Si ce qu'on m'a dit, c'est pas vrai, si c'est pas confortable, si je me tords le dos, si ça coûte plus cher que ce que je pensais, à ce moment-là, la promesse n'est pas tenue. Et il doit réussir aussi un troisième rendez-vous, c'est le respect de la bienveillance pour la planète. Puisque ce que j'ai fait, ça n'abîme pas le monde. Donc voilà, les 5 E, économie, ergonomie, émotion, esthétique, éthique, je vous poserai la question après. Et puis j'ai pris quelques exemples, parce que évidemment, une fois que j'arrive à l'évaluer du dispositif médical et dans le centre commercial, vous me dites, oh là là, on n'est pas très bien compris. Donc on a eu là dans les dernières sessions du jury, on a eu par exemple comme candidature à la Cité de la Musique, la Philharmonie de Paris, avec une agence assez connue qui est la jeune femme s'appelle Constance Guisset. Et alors, on a plusieurs univers dans le domaine du Janus. Donc, on a le Janus du design civique. Et l'intérêt que vous voyez sur l'image, c'est que c'est un travail qui accompagne une démarche pédagogique auprès des enfants. Alors, pourquoi un designer? Parce qu'il faut mettre en forme. Le programme, c'est de dire je voudrais que, oui, d'accord, je voudrais que, mais la solution, c'est pas la solution. Elle est de réfléchir sur des mobiliers, sur des interfaces qui vont favoriser la transmission de ce programme auprès des enfants. Le deuxième exemple que j'ai choisi, qui est un bureau, ce qui est très intéressant, c'est que ça, c'est vraiment une démarche que l'on va voir de plus en plus. Nous avons un historien dans le jury qui a 90 ans, d'expérience, qui est spécialiste de la culture matérielle et qui parle beaucoup de création-récupération. Là, en fait, l'équipe de designers, qui s'appelle Maximum, recueille des gravats, on va dire, des chutes de ce qui a été au moment de la démolition. Donc déjà, ils rendent un service, parce qu'un industriel qui est dans un bâtiment, il se retrouve avec un monceau de matériaux qu'il va falloir jeter, recycler, c'est pas tout. Alors là, l'équipe Maximum, évidemment c'est des jeunes designers, qui nous on a une solution. Donc déjà vous nous payez, on vous enlève tous les gravats. Et en plus on va faire un produit. On ne va pas se contenter de, c'est pas notre job, simplement de ramasser vos déchets, on va faire un produit. Et ce produit qu'ils font, là on pense à un bureau, en utilisant ces chutes de matériaux, en fait, il crée quelque chose qui devient assez original, parce que d'un bureau à l'autre, vous n'avez pas forcément la même couleur, puisqu'il y a des interventions qui le repersonnalisent, et ils ont cherché à lui donner la forme la plus neutre possible pour qu'il soit dans ce qu'ils appellent un produit durable. Et c'est en cela qu'on répond bien aux enjeux évoqués par Feriel Gashmi quand elle reprend la philosophie de Victor Papanek, dans quel monde on doit vivre, un monde durable et respectueux de l'environnement. Le troisième exemple, que moi j'aime bien aussi, parce que c'est toujours, alors évidemment, très proche de ce qu'on appelle le design civique, c'est une très très grosse agence de design qui a travaillé ce qu'on appelle pro bono, donc sans se faire rémunérer, avec une équipe, une association de personnes qui sont en situation de handicap. Donc ils ont fait cet objet. Je m'aperçois que j'ai pris plein de notes, c'est beaucoup mieux que les noms sur les femmes. Donc ils l'ont appelé Fier. Et finalement, leur slogan, c'est formidable, c'est des objets ordinaires avec des personnes extraordinaires. En tout cas, évidemment, des personnes qui sont en situation de handicap et qui ont l'intelligence qu'ils ont eue, c'est que cette gamme de produits alimentaires se vend dans des grandes surfaces. C'est-à-dire que vous trouvez chez Auchan, chez Carrefour. Parce que si vous commencez à avoir un petit magasin à part qui s'appelle produit par des personnes en situation de handicap, personne ne rentrera dans le magasin. Donc l'intérêt, c'est de rentrer dans une économie qui, en plus, nous permet à nous d'avoir accès à ces produits. Un autre exemple que j'ai choisi pour vous montrer ce que c'est que le design aussi, qui n'est pas uniquement réservé à des objets d'exception ou d'élite, etc. C'est une plateforme qui a été étudiée par une équipe de gens assez brillants. C'est ça qui est bien avec l'intelligence au service de tous, c'est une très bonne idée, qui s'appelle Je veux aider.gouv. Donc, vous imaginez, son nom est assez évocateur.
donc vous venez déposer un certain nombre de projets, d'idées, que vous soyez une association ou un particulier. Alors, volontairement, j'ai pris un exemple qui vient un peu en contradiction entre guillemets avec ce qu'on appelle le plastique, qui est d'une société qui s'appelle Oceplast et qui a beaucoup réfléchi sur ce qui pouvait remplacer le plastique tout en étant un produit, entre guillemets, de la culture plastique. Sauf que ce sont des produits qui sont recyclés, ce sont des produits qui sont bienveillants sur l'environnement et qui permettent, avec beaucoup de solidité et d'intelligence, de rendre le service qu'on leur demande, c'est-à-dire de vous proposer des palissades qui, évidemment, tiennent dans la durée. Un autre exemple que Marc Maillard connaît beaucoup mieux que moi, qui est la chaise Oria, qui a été en fait promue par le Mobilier National, donc c'est plutôt toi d'en parler, une petite société qui a beaucoup de savoir-faire dans les Pyrénées, qui s'appelle Alki, pour la BNF, donc la Bibliothèque nationale de France, et probablement, je sais que c'est toujours difficile de dire ça, mais à part Philippe Starck, qui est un designer qui est très réputé à l'international, je pense que le meilleur designer industriel français s'appelle Patrick Join. Donc l'intelligence de ce travail, c'est d'avoir fait travailler justement un grand designer qui a gagné le marché, parce qu'il est bon, mais il n'y a pas eu de préférence là-dessus. Un concours, pardon, voilà, qui a gagné le concours, et qui a permis, nous, ce qui nous a beaucoup intéressé dans la présentation qu'il en a faite, c'est il est resté vraiment dans la logique du design. Je fais ce geste parce que vous voyez les poignées. En fait, qui utilise un siège? Pas uniquement celui qui s'assoit dessus, celui qui va faire le ménage, celui qui va faire la logistique, celui qui va regarder à quel endroit il y a une usure parce qu'il faut remplacer le matériel, le cuir à cet endroit-là et pas tout. Bref. Donc, c'est ça le design, c'est de reprendre le parcours du scénario. Et le parcours du scénario d'un objet qui va évidemment jusqu'à sa démolition ou la phase de recyclage, ça reste quand même une succession d'étapes qu'il faut imaginer dès l'origine, que l'on appelle les contraintes du cahier des charges. Un autre exemple que j'avais choisi pour montrer justement la diversité des interventions des designers, tout à l'heure j'ai vu quelqu'un qui était à Nancy, qui me connaît. Donc c'est une librairie dans un lieu patrimonial qui est superbe, donc on ne touche pas à grand chose. Et là, le travail des designers, c'était de dire, mais comment on peut faire pour qu'on continue d'aller le plus possible dans une librairie, qu'on renouvelle la clientèle, faire venir des jeunes, comment leur donner envie de rester sur place. Donc ils ont eu l'idée de construire cet escalier. Quand on va dans cette librairie à Nancy, on s'aperçoit que tout le monde est assis dessus en train de lire des livres, donc le but est atteint. Et l'équipe, en l'occurrence Antoine Gallimard en personne, était tellement convaincu que Gallimard c'est un éditeur, là il devient un distributeur, c'est-à-dire qu'il devient impliqué dans le succès et la réalisation de la promesse qui est donnée aux gens envie de lire. Un autre exemple que nous voyons assez souvent, je vous ai dit tout à l'heure que je peux donner comme exemple Charles Hulot, novateur dispositif médical. Évidemment, le design apporte énormément de solutions dans le domaine médical. Parce qu'un objet doit être pratique, il doit être non anxiogène, il doit avoir toute une série de à la progrès sur le plan santé, il doit évidemment être vérifiable. Et là, ce petit objet, il sert à analyser tout ce qui est lié par l'intérieur de l'urine, et il permet de détecter des troubles à la fois chez les sportifs et chez les personnes qui sont en situation de dialyse. Comme vous voyez, c'est un petit objet qui n'est pas du tout traumatisant, qui en plus est très pratique. Et l'équipe, je pense Blanc Tailleur, vous ne connaissez sûrement pas, parce que les designers industriels ne sont pas connus, sont des gens extrêmement respectueux de tout ce qui est lié à l'usage et à la question aussi du corps. Et non anxiogène, ça dit tout, parce que dès qu'on est dans le domaine de la santé, on a envie d'avoir un petit objet pratique et simple à comprendre. Alors ça m'a intéressé de se faire cette sélection parce que évidemment l'avion, en ce moment on dit il ne faut plus d'avion, l'avion c'est une invention géniale, donc l'aéronautique est en train de se réinventer et c'est ça qui est formidable. Et on voit bien que là, la toute petite, c'est vraiment une toute petite start-up qui a présenté
de Cassio pendant le dernier salon du budget, du budget, a travaillé avec Dassault. Alors Dassault Systèmes conçoit des logiciels extrêmement reconnus dans le monde entier, et on voit qu'une toute petite entreprise a pu travailler avec au contraire une entreprise, comme on dit du CAC 40, c'est-à-dire une entreprise d'une certaine taille. Et ça montre bien que quand il y a une volonté commune d'être dans un esprit collaboratif, eh bien, on peut arriver à faire des choses qui vont jusqu'au bout du programme. C'est une super étude, évidemment. Alors ça, c'est le dernier exemple que j'ai voulu choisir, bien sûr, parce qu'on parle beaucoup de la nature, ne serait-ce que ce fameux livre de Papanek. C'est un livre radical. Je vous dis tout de suite, si vous l'achetez, il est très petit de votre livre, mais vous ne lirez pas en une soirée. D'ailleurs, moi, je suis tombée sur la première phrase qu'il a dit. J'ai écrit ce livre surtout pour mes étudiants. Donc c'est un livre assez radical, et qui est un peu la vie du designer, parce que plus on est radical, plus on est exigeant. Voilà, il parle évidemment beaucoup de la nature. Et le travail que nous avions vu là, de ce jury du label Janus a été particulièrement apprécié, parce que c'est la végétalisation dans les villes qui est le sujet majeur, parce que ça amène du rafraîchissement, ça permet de lutter contre un réchauffement climatique, puis ça crée tout simplement une atmosphère de verdure et de nature qui enlève un peu à la ville son côté pesant qu'on peut nous l'accorder. Donc on voit bien que tous ces verbes qui se retrouvent, de la transformation, de l'usage, c'est ça en fait le design, c'est ce pêle-mêle que moi j'ai voulu vous présenter. Alors vous allez dire, elle vend sa boutique. Alors c'est tout à fait vrai, je vends ma boutique, parce que je suis passionnée par ce que je fais, que je rencontre des gens formidables, qui sont que des gens qui travaillent ensemble, parce que les autres je ne les vois pas. Forcément, quand ils viennent s'inscrire dans ce label, qui n'est pas appris encore une fois, mais qui est là pour recommencer leur démarche. Je trouve ça tellement enthousiasmant que pour moi il n'y a pas d'autre solution dans la vie, y compris politique, que de mettre les gens ensemble avec du talent, de la volonté d'être ensemble, de respecter l'environnement, de ne pas se contenter de travailler pour aujourd'hui, de savoir ce qui s'est passé hier et de ce qui se passera demain. Alors, toute cette réflexion m'a amené évidemment à relier la question de Feriel Gasly, donc la commissaire de la Biennale, qui est le design pour un monde réel, avec quel dessin pour demain. Jeu de mots évidemment facile à comprendre, mais ce n'est pas par hasard. Design, c'est vraiment, dans son sens le plus étymologique, c'est vraiment le lien entre la notion de projet qui précède la notion de forme. Sinon, n'importe quel dessin pourrait toujours dessiner une voiture demain, je ne suis pas sûr qu'on en fabriquera. Alors, même si c'est un joli dessin. Et j'ai proposé à des étudiants algériens et français de réfléchir sur ce sujet. C'est quoi les modes de vie de demain? En proposant des verbes, je suis censée les connaître par cœur, je me souviens du gars, habitat, travailler, habiter, travailler, consommer, se rencontrer, se déplacer. Et j'ai eu la chance d'avoir un jury exceptionnel, et vraiment exceptionnel, vraiment généreux, parce que c'est des gens qui donnent de leur temps et de leur réflexion et de leur savoir-faire. Marc Bayard a fait partie de ce jury, et le président du jury, je voulais qu'il soit algérien. Donc c'est un architecte, designer, qui s'appelle Shafiq Gasmi, le nom commun, mais il n'est pas cousin de Feriel Gasmi. Et on avait un jury, on était 14 à Paris et 5 en visio en Algérie. Un jury mixte, mais pas si mixte que ça, très algérien finalement, parce que quand on a fait un tour de table, et qu'on est arrivé par exemple à Marc Bayard, quel lien as-tu avec l'Algérie? Pour ceux qui allaient me dire, ça m'intéresse, Marc Bayard est né en Algérie. Cultivé sur le sujet. Et on s'est rendu compte qu'il y avait autour de cette table beaucoup de personnes qui avaient un lien du cœur, un lien du sang avec l'Algérie. Et ces photos, elles sont exposées, alors elles doivent vous déranger, parce que ce n'est pas des photos artistiques, ce n'est pas du tout le but. Elles sont exposées donc, en ce moment à la villa d'art Adventif, on va la citer, avec un petit texte, parce que ce qu'on demande aux étudiants, c'est photographie et dites pourquoi vous avez. Ah oui, en plus, ce qui est très important, c'est capturer le réel. Parce que quand on prend une photo avec ça, on va réfléchir, on capture le réel.
Illustrator, c'est pas Photoshop. C'est ce fameux concours qui avait permis à Jamel Plouche de conclure en disant les étudiants nous disent arrêtez de construire, pensez à recoudre la ville, ce qui veut dire que derrière se capturer le réel et proposer une solution pour demain, telle que le jury peut décrypter en disant c'est la meilleure des solutions, on voit bien qu'on est dans le réel. Alors, j'ai quand même. J'ai pris les petits textes. Ah oui, non, les petits textes. Ah, c'est celui-là. Par exemple, peut-être tu en parlerais mieux que moi, puisque tu étais dans le jury. Donc, Anina, ah oui, non, alors, je ne sais pas comment elle est arrivée là-dedans, elle est dans une école française. Son nom est complètement finlandais. Elle nous propose, dans son texte, on a tous été surpris par la qualité du texte des étudiants. On croit toujours que les designers ne font que construire, concevoir. Non, ils écrivent, ils ont une véritable pensée. Et elle dit qu'en fait, dans cette photo, alors elle explique qu'il y a un respect de la culture des ancêtres et que cette touche humaine qui amène de l'imperfection dans le projet est quelque chose qu'elle a trouvé particulièrement respectable. La photo du milieu, c'est une étudiante algérienne, page de rue. Ah oui, mais je termine. Tu as raison de me faire signe. Page de rue, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une scène de la vie quotidienne, mais qui est un partage. Parce que finalement, les livres par terre, c'est amener de la culture. Écho du possible, le texte nous disait, je devrais le connaître par cœur, mais donc, ah oui, la montagne évoque l'incertitude. Donc ça, il y a tout un texte là-dessus qui est très intéressant. Ce qui est dommage, c'est que les photos ne sont pas ici. Donc, bon, j'aurais pu projeter le texte des étudiants. Donc, Sophie Rousselot, chambre avec vue. Alors, c'est très intéressant. C'est une chambre de bonne, comme on les appelle, en haut des immeubles. Et elle dit, ben voilà, ou bien on est dans la partie plus confortable, ou bien alors on est dans le rêve. Et si finalement la vie de demain, c'est pas d'aller vers le rêve et c'est pas d'être libre et de se dire, ben voilà, on veut cette liberté parce qu'elle est plus importante que tout. Et puis Mon Martyr,